Monde numérique. Est-ce qu'avec une image d'une biopsie ou d'une résection, donc un bout de tissu, on voit des cellules cancéreuses, on voit des cellules immunitaires, on peut prédire la survie des patients? Jusque-là, c'est pas, voilà, forcément, comme disent les Américains, groundbreaking. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on a pu démontrer que l'IA était capable de reconnaître, en regardant des cellules, des motifs qui permettaient de prédire si un patient avait un bon ou un mauvais pronostic. Bonjour Jean-Frédéric Petit-Nivard. Bonjour Jérôme. Vous êtes Chief Business Development Officer, ça c'est la version anglaise, en français ça veut dire responsable du développement commercial de la société Owkin, qui est donc une start-up française, franco-américaine, une licorne, puisque vous avez déjà une longue histoire, vous avez été créé en 2016, spécialisée dans les biotech, dans les technologies, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle au service de la santé et notamment au service des soins contre le cancer. C'est ça dont on va parler. Alors, on précise qu'on enregistre cette émission à Las Vegas, où nous sommes présents pour l'événement AWS re:Invent, la grande messe annuelle d'Amazon Web Services. Jean-Frédéric, comment est-ce que concrètement l'IA peut aider, parce qu'on le dit souvent, mais concrètement, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut venir en aide véritablement à la santé et aux soins, notamment dans le domaine du cancer? Ouais, c'est une bonne question. En tout cas, nous, c'est quelque chose qui nous anime chaque jour. Je vais prendre un exemple parce que voilà, c'est ça qui parle le plus. Donc moi, j'ai rejoint Owkin en 2019 et je crois que c'était l'année où on a en fait sorti un de nos papiers un peu importants dans Nature Medicine, qui s'appelle Maisonette, et ça donne en fait voilà quelque chose de concret, comment l'IA aide à mieux soigner les patients. Donc ce papier, en fait, qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Il a cherché à répondre à la question: est-ce qu'avec une image d'une biopsie ou d'une résection, donc un bout de tissu, on voit des cellules cancéreuses, on voit des cellules immunitaires, on peut prédire la survie des patients? Jusque-là, c'est pas, voilà, forcément, comme disent les Américains, groundbreaking. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on a pu démontrer que l'IA était capable de reconnaître, en regardant des cellules, des motifs qui permettaient de prédire si un patient avait un bon ou un mauvais pronostic. Et alors là, les experts vous diront, bah, c'est ce que font les anapathes. Eux, ils regardent au microscope et ils vont graduer la sévérité des cancers en fonction de critères connus comme la vascularisation, et cetera. Là où c'était intéressant, c'est que le modèle d'IA n'avait pas été entraîné, ou en tout cas, on lui avait pas dit de regarder la vascularisation, et cetera. Et il a pu redécouvrir ces éléments-là qui étaient connus par la communauté scientifique, mais il a pu aussi redécouvrir des nouveaux motifs dans l'image au niveau des cellules, et cetera, immunitaires, qui étaient liés à une meilleure survie. Que ne voient pas les scientifiques, les humains. Les humains, ou en tout cas qu'ils n'avaient pas regardé. Donc tout d'un coup, ça, c'est venu un peu, voilà, ouvrir les yeux sur voilà, l'IA, c'est pas uniquement bon pour faire des prédictions, ça peut aussi être un outil de recherche au service de la communauté scientifique pour aller explorer des motifs que l'œil humain pourrait pas voir, parce qu'il faut regarder des millions d'images, et tout d'un coup s'apercevoir qu'en fait, il y a des motifs biologiques où il y a des concentrations de cellules unitaires, et cetera, qui peuvent être prédictifs d'une meilleure réponse, d'une meilleure survie. Et derrière ça, ça va alimenter de la recherche pour se dire: mais pourquoi? Pourquoi, en fait, une densité de cellules militaires à côté de la tumeur, un endroit qu'on regardait pas, permet de comprendre pourquoi certains patients vont vivre plus longtemps. Et en fait, ça a été le début un peu de beaucoup de travaux de recherche, et nous, on est vraiment passionnés par ça, d'utiliser l'IA au service de la recherche scientifique pour essayer de nous permettre de progresser sur notre compréhension des mécanismes sous-jacents, qui sont éminemment complexes. Moi, je suis ingénieur à la base et Pas médecin. pas médecin. Non, moi j'ai fait une école d'ingénieur en France et c'est ça qui me passionne en fait, c'est de réussir à aller explorer cette science qui est éminemment complexe, éminemment diffuse, pas du tout, on va dire, déterministe, où voilà, chaque cellule est déjà, même au niveau de la cellule humaine, on a du mal à la modéliser, alors qu'il y a beaucoup de choses dans les sciences aujourd'hui autour de nous qui sont très déterministes. On sait que quand on fait ça, il y a ça qui se produit. Et ben la biologie, c'est pas ça. Et c'est ça qui en fait une science très belle et très riche. Alors vous travaillez avec de nombreux centres médicaux et centres de recherche à travers le monde aujourd'hui. Oui, tout à C'est-à-dire que fait. vos solutions Oui. sont utilisées. C'est pas des projets. On est dans le réel. Tout à fait, et en fait, c'était vraiment à la base de Dawkins, c'était de se dire que
nous, notre vocation, c'est de faire avancer la science et de toute manière, on ne pouvait pas y arriver tout seul. Ça veut dire que on avait besoin de partenaires académiques, qui eux, on va dire, pratiquent, la médecine au quotidien, qui voient des patients et c'est ça la matière première. On va pas Mmh. l'inventer, on va pas demander à une IA de recréer un être humain. Il faut partir de la base, il faut partir de l'être humain et des pathologies et des maladies pour essayer de mieux les comprendre. Oui, dès le départ, on a travaillé très étroitement avec beaucoup de centres en France, l'Institut Bergonié, la PHP, les Hospices civils de Lyon, voilà, et j'en oublierai parce qu'il y en avait beaucoup, qui, voilà, ont voulu collaborer, ont voulu travailler avec nous pour faire des projets scientifiques de Donc recherche. aujourd'hui, il y a des médecins qui sont des patients qui sont soignés grâce à votre technologie? Alors aujourd'hui, on a des patients qui, bénéficient, de premiers outils diagnostiques qu'Hawkin a produits. Alors c'est tout un process parce que forcément, dès que vous cherchez à impacter, la vie d'un patient et ben, c'est normal, hein, il faut répondre à tout un tas de validations réglementaires Mmh. pour vérifier que, on n'est pas en train de faire des prédictions hasardeuses. Mais aujourd'hui, on a des outils diagnostiques qui ont été validés, qui ont un marquage CE et donc qui peuvent être utilisés, dans les centres hospitaliers pour, la pratique, clinique, donc pour procurer des soins aux patients et ça, c'est une grande fierté pour Hawkin qui est une boîte à la part, vraiment de recherche scientifique. Quand on voit que la recherche se traduit par des outils qui Oui, servent aux bien sûr. cliniciens et qui permettent aux patients potentiellement d'avoir un meilleur traitement, en tout cas de mieux diagnostiquer leur maladie pour leur permettre de recevoir le traitement le plus optimal, possible, c'est une grande fierté et donc ça, on a travaillé très étroitement avec Gustave Roussy, avec Fabrice André, avec des centres aussi en Angleterre, en Allemagne et voilà. Donc ça, c'est les premiers résultats. C'est des outils diagnostiques, mais on espère aussi que derrière, on puisse aider à faire avancer des nouveaux traitements. Alors ça, c'est un processus encore plus long, Ouais. parce qu'il faut découvrir la molécule, il faut la tester sur l'homme et il faut montrer qu'il y a une supériorité par rapport à au traitement qui existe déjà et c'est un processus long. Donc voilà, on a une entreprise qui a 10 ans aujourd'hui, mais il faudra Vous encore avez encore quelques années. du chemin à Encore du parcourir, chemin en à tout cas parcourir. Ouais. du pain sur la planche. Les technologies que vous utilisez, donc c'est vous qui avez tout développé, from scratch comme on dit? Alors les Si on parle un peu technologies, plus technique maintenant. oui, alors, moi je suis pas c'est pas moi qui fais les modèles, mais on va dire qu'on a bénéficié aussi de beaucoup de modèles, beaucoup de technologies qui ont été poussées d'abord par les entreprises technologiques, Ouais. comme Meta, Google et cetera pour des applications très différentes de la nôtre. Mais in fine, hein, ceux qui ont inventé, CNN pour ImageNet, pour reconnaître des chats et cetera. Nous, c'est des technologies comme ça qu'on a utilisées, qu'on a appliquées pour, des images, mais plus de chats et de chiens, mais des images de tissus et de cellules. Mmh mh. Et donc c'est vrai qu'il y a en tout cas, c'est un domaine très riche avec beaucoup de découvertes, beaucoup de publications et nous, on essaye à notre, modeste échelle d'y contribuer, de faire avancer la science, avancer les méthodes. Donc on a des papiers un peu théoriques. On a beaucoup travaillé sur, des approches théoriques, type, federated learning. Donc c'est une approche pour entraîner des modèles sur des données qui sont pas centralisées, mais qui sont distribuées et sur lesquelles on a beaucoup publié et il y a certains des gens chez Hawkin qui beaucoup de références parce que leurs papiers ont été, cités de nombreuses fois dans d'autres revues. D'accord. Donc c'est des outils qui travaillent, qui doivent brasser des millions de données, qui ont besoin de ressources en fait, qui ont besoin de Oui, ressources, tout à fait. matérielles, et cetera. Oui, bah, moi les ressources alors après, il y a les données pour entraîner le modèle et Ouais. ça c'est grâce à nos partenaires académiques et puis après il y a, les modèles, on peut définir différents types d'architecture de modèles avec, voilà différentes stratégies en fonction de quelles questions on veut essayer de résoudre et après il y a un apprentissage de ces modèles. Ça veut dire qu'on va leur nourrir, on va leur donner accès à des données pour que petit à petit le modèle apprenne à reconnaître des motifs qui sont liés à un outcome donc à quelque chose qu'on cherche à prédire. Mmh. Et c'est un peu là où je pense qu'il y a aussi un savoir-faire, c'est comment on entraîne ces modèles de façon intelligente. Parce qu'un modèle qui va utiliser à reconnaître des motifs sur des images, ça va pas être le même modèle qu'on va utiliser pour, par exemple, sur d'autres types de données, des données, génomiques, des données, textuelles. Voilà, on a beaucoup parlé des large language models, qui Mmh marchent très, mh. très bien sur du texte. Ça peut marcher beaucoup moins bien sur,
sur du tissu, même si aujourd'hui on voit de plus en plus cette catégorie-là de modèles prédictifs s'appliquer de mieux en mieux sur des données Mais un c'est ce peu que vous globales. utilisez, des LLM? Oui, Ouais. on en fait. On a utilisé aussi des CNN. Bon, ça, c'est différentes structures de modèles avec voilà. Et après, il y a différentes méthodes pour les entraîner. Il y a aussi un gros aspect, en tout cas en santé. Il y a beaucoup de gens qui parlent de modèles fondation, Ouais. foundation model. Mmh. Et ça, alors moi, quand je discute avec mes ingénieurs chez nous, c'est de se dire comment on fait quand on a une donnée brute pour la représenter sous forme mathématique. Et en fait, c'est une étape un peu critique parce que quand on réfléchit à, des données de séquençage ou des données, même de pixels, d'images, Mmh. et ben, c'est pas des données qu'on peut facilement mettre dans un modèle prédictif. Modèle prédictif, il faut voir des vecteurs. Donc il veut voir, des nombres et il veut, utiliser ces nombres pour prédire d'autres nombres. Et un pixel, on peut dire que c'est des nombres et cetera, mais c'est pas encore une bonne représentation d'une image. Et donc nous, on a beaucoup utilisé des modèles fondations pour, ce qu'on appelle faire du representation learning. Donc ça veut dire comment, des pixels, une image, des cellules, on arrive à en faire une représentation mathématique qui permet après de bien prédire des caractéristiques qui nous intéressent. Et là-dessus, il y a une vraie intelligence parce que si on le fait bien, et ben derrière on peut interpréter ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir revenir au vecteur et au vecteur, on va revenir à l'image brute ou, aux données brutes et de se dire: «Bon, ben en fait, c'est ça qui est important». D'accord. Mmh. Aujourd'hui, Hawking répond à quelle question, en fait, pour le malade, pour le patient? Alors, beaucoup, ça a été de se poser la question: «Mais qui sont les patients qui vont bénéficier du traitement? Qui sont les patients les plus à risque? Qui sont les patients qui ont réellement cette condition et comment on peut mieux diagnostiquer cette condition?» Donc c'est beaucoup d'éléments autour de mieux comprendre, ce qu'on appelle, c'est la biologie autour d'une maladie et comprendre les sous-ensembles dans cette maladie. Parce que c'est très rare, en fait, d'avoir une maladie qui est complètement homogène. Dans toute maladie, il y a des sous-ensembles de patients qui partagent des caractéristiques communes et qui donc vont répondre de façon différente à des interventions thérapeutiques. Mmh. Et nous, ça a été un élément un peu phare et derrière, si on peut mieux comprendre, ben, derrière, on peut mieux développer, des nouveaux traitements, cibler les patients qui vont, le plus bénéficier, de ces traitements expérimentaux. Encore 1 ou 2 questions. Si on dézoome un petit peu sur ce sujet-là, alors vous êtes français, mais vous travaillez aussi, beaucoup, aux États-Unis. Comment vous voyez l'état de l'art, en France dans ce domaine? On en est où? On est bon? On est comment? Bah, je pense que c'est encore une fierté française, on a raison, ça veut dire qu'il y a des très belles entreprises IA en France et ça continue et ça, c'est quelque chose dont il faut se réjouir. Voilà, profitons-en. Ouais, vous pensez à Heu, Mistral et autres? oui, je pense à Mistral et je pense à d'autres, même en santé, il y a Nabla qui marche très, très bien. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a des très belles success stories françaises. Et je pense que c'est grâce aussi à nos écoles d'ingénieurs, au système éducatif, voilà, à tout ce qui a été construit et aujourd'hui, on a des très bons ingénieurs en France Mmh, ils aiment et bien partir aux États-Unis aussi, hein? bah, c'est le problème, c'est qu'on on les forme très bien, mais après derrière, en termes d'opportunités de carrière, c'est sûr qu'il y a plus d'opportunités de carrière aux États-Unis aujourd'hui qu'en France, et donc ça a tendance à attirer beaucoup Oui, d'ingénieurs, de l'autre côté de ouais. l'Atlantique, oui. C'est quoi les prochaines étapes pour Hawking? Bah, Les donc prochains objectifs? là, on a lancé, Capro qui est notre nouvelle, solution qui permet en fait de faciliter la recherche biomédicale avec, l'utilisation, d'agents et de LLM et cetera. Je pense que nous, il y a une étape importante aussi qui va être les premiers résultats de notre essai clinique. On en a qu'un seul, donc on a une étude en phase 1, donc c'est la toute première étape quand on Mmh. teste un nouveau médicament qui est en cours, qui recrute des patients et ça va être très important pour nous de montrer que, bah, en fait, l'hypothèse qu'on a faite sur ce traitement pour ces patients est confirmée. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose dont voilà, j'attends avec impatience Ouais. parce que c'est vrai que ça donne du sens à notre travail au quotidien. Et ça, vous le faites où? En Et France ou aux et alors États-Unis? ça, c'est une étude, qui a lieu sur plusieurs géographies. Je crois qu'il y a des patients qui sont recrutés en Australie, en Europe et aux États-Unis. D'accord. Heu, alors je sais pas pourquoi, là, c'est pas moi qui suis Donc on les expert. traite et vous, vous examinez, les Oui, on résultats, va examiner les résultats et après il y a aussi un peu d'intelligence qui a été mise dans, essayer de comprendre, pourquoi on ciblerait ces patients-là en priorité, qu'est-ce qu'on a compris des caractéristiques de leur maladie par rapport au profil de la nouvelle molécule qu'on veut tester.
Voilà. Donc ça, c'est un élément important. Il y a Capro, il y a aussi, des nouveaux outils diagnostiques qui vont sortir, donc ouais, voilà. Merci beaucoup, Jean-Frédéric Petit-Nivard, donc de la société Hawkin. Merci Jérôme.